Andromaque. Est-ce que c'est la première pièce de Racine? Ce n'est pas sa première pièce, mais on peut dire que c'est le premier chef-d'œuvre avec lequel il s'affirme. Tout commence avec l'Iliade, avec la guerre de Troie. On est au lendemain de la guerre de Troie et Andromaque, c'est un butin de guerre au fond, c'est une captive, ramenée par Pyrrhus, qui est le fils d'Achille, comme une prisonnière. L'Iliade s'arrêtait au moment de la mort d'Hector, qui était traîné par Achille 9 fois autour des murailles de Troie. Et justement, en haut de ces murailles, il y avait Andromaque, la femme d'Hector, et puis Astyanax aussi, son fils. Quant à Pyrrhus, donc, c'est le fils d'Achille, et Achille ne reviendra pas de la guerre, il y restera. Et Racine va imaginer que Pyrrhus est amoureux d'Andromaque au point de la respecter, au point de demander sa main, au point d'imaginer qu'il ne l'a pas touchée par conséquent. Tout ça me paraît pas très vraisemblable. Ah, mais justement, je crois que tu viens de prononcer là un mot très très important pour le XVIIe siècle. Justement, pour Racine, c'est ça qui paraît vraisemblable. Alors qu'à toi, ça te paraît incroyable. Mais ce qui est vraisemblable, ce n'est pas ce qui est vrai. C'est ce qui semble vrai. Et à qui? Pas forcément aux Grecs et aux Romains qui sont morts depuis longtemps, ce qui semble vrai au public bien vivant de Racine, naturellement. À ces gens qu'il a sous les yeux et qui viennent voir ses pièces. Dans le livre, il n'y en a qu'un qui parle. Il y a Pyrrhus, et puis il y a tous ces vers, et puis après, il y a Hermione. Mais en fait, Hermione, pendant que Pyrrhus parle, elle parle. Son écoute même seulement, c'est de la parole. Tu vois, son silence est comme un trou noir et il aspire ta tirade. C'est pas tellement que tu parles et puis elle t'écoute, c'est qu'elle écoute alors tu parles. Tu vois? Je t'aimais, inconstant, qu'aurais-je fait, fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas. Ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. Si le ciel en colère réserve à d'autres cieux la gloire de vous plaire, achevez votre hymen, j'y consens, mais du moins ne forcez pas mes yeux, relevez-moi. Pour la dernière fois, je vous parle peut-être. Différez-le d'un jour, demain vous serez maître. Vous ne répondez point, perfide, je le vois. Tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ton cœur impatient de revoir ta Troyenne ne souffre qu'un regret qu'un autre t'entretienne. Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux. Je ne te retiens plus, sauve-toi de ces lieux. Va lui jurer la foi que tu m'avais jurée. Va profaner des dieux la majesté sacrée. Ces dieux, ces justes dieux n'auront pas oublié que les mêmes serments avec moi t'ont lié. Porte au pied des autels ce cœur qui m'abandonne. Va, cours, mais crains encore de trouver Hermione. On n'a pas le droit de faire tout ça. L'acteur, c'est un peu comme un sans-papier, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a une carte d'identité où il y a écrit Hermione? T'en as pas, tu vois, dans ta poche. Tu n'as pas une carte d'identité où il y a écrit Pyrrhus. On n'a pas trop le droit d'être là. Donc c'est cette chose, le minimum de temps qu'il faut pour que ça soit, et puis vite ça n'y est plus. Alors que si on engraisse la chose, même de choses très belles, même de choses psychologiques, émouvantes et tout, alors ça veut dire qu'on est là en toute légalité, en quelque sorte. Et donc il manque quelque chose. Il y a des lois et des contraintes qui viennent sans arrêt barrer le désir, barrer le fait d'être, tout simplement. En plus, le mot désir et le mot être, qui sont deux gros mots, comme tu le sais, l'un qui appartient à toute la tradition de la psychanalyse, l'autre à toute la tradition de la philosophie. Mais ces deux gros mots, dans le théâtre en général et chez Racine en particulier, ils se confondent.
Être, c'est désirer, désirer, c'est être. Enfin, c'est presque la même chose. Être, c'est du mouvement, et du mouvement vers l'autre, quoi. Et du coup, quand ce mouvement est barré, quand il ne peut pas y avoir amour, il ne peut pas y avoir être, du coup. Ça veut dire qu'on en meurt, littéralement. Hein. C'est l'argument ontologique, pour parodier Descartes, enfin, l'argument ontologique de Jean Racine. C'est « je suis aimé, donc je suis ». Mais si je ne suis pas aimé, alors je ne suis plus. Tu m'aides à dévoiler le tableau et je te présente Racine. Il ressemble pas du tout à celui que j'ai dans mes livres. Oh, c'est vrai, tu connais le Racine jeune, d'après un portrait de Santerre. Mais ça, c'est un Racine âgé, à la fin de sa vie. Mais bon, on n'est pas sûr que c'est lui vraiment. Eh bien, écoute, si j'en crois le peintre qui a indiqué le nom de son modèle, tu vois, il a marqué au-dessus Jean Racine, 1639, mort en 1699. Regarde, il y avait même des livres de géométrie, regarde, écrits aussi en français. La géométrie, c'est pas trop mon truc. Veux-tu voir l'écriture de Racine? Son écriture et même sa signature. Regarde. Quoique je m'en reconnaisse très indigne, et par les scandales de ma vie passée, et par le peu d'usage que j'ai fait, de l'excellente éducation que j'y ai exercée autrefois, dans cette maison, des grands exemples de piété et de pénitence que j'y ai reçus, et dont je n'ai été qu'un stérile admirateur. Je prie aussi la mère abbesse et les religieuses de vouloir accepter une somme de 800 livres que j'ai ordonné qu'on leur donne après ma mort, fait à Paris, dans mon cabinet, le 10e octobre 1698. Racine. Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne. De quel côté sortir, d'où bien que je frissonne. Quelle horreur me saisit. Grâce au ciel, je prévois. Dieu, quel ruisseau de sang coule autour de moi. Ah, Seigneur. Quoi, Pyrrhus, je te retrouve encore. Trouverai-je partout un rival que j'aborde. Et c'est d'autant de coups, comment t'es-tu sauvé? Tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. Mais Racine, il connaissait des gens comme Corneille ou Molière? Ah bah, y a plus personne. Je peux peut-être vous répondre, jeune érudite. Quelques semaines après la création de l'Impromptu de Versailles, dans lequel Molière se moque de l'emphase et de la diction empoulée des tragédiens de l'Hôtel de Bourgogne, Racine se plaint auprès de l'abbé Vasseur de ne pas avoir vu l'Impromptu et son auteur depuis 8 jours. Outre le fait qu'ils aient des amis communs, comme Boileau ou La Fontaine, cela nous montre à quel point ces deux hommes, que l'on nous présente trop souvent comme des ennemis, ont été pendant un temps liés. En 1665, Racine confie sa nouvelle pièce, Alexandre le Grand, dans laquelle bien sûr il faut voir un hommage au jeune roi conquérant Louis XIV, confie cette pièce une nouvelle fois au comédien de Molière. Lagrange incarne Alexandre et la Torillière joue le roi Porus. Aussi, quelle n'est pas la stupeur, l'indignation des comédiens de Molière de s'apercevoir que 12 jours après la première, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne affichent également la pièce de Racine, Alexandre le Grand. Lagrange est tellement outré que dans son registre, il n'hésite pas à stigmatiser de la façon la plus violente l'attitude de Racine, au point qu'il parle d'un complot ourdi par Racine et qu'il n'hésite pas à dire que la compagnie refuse de payer les parts d'auteur de Racine. Il est important de remarquer que les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, qui prendront à leur tour les rôles d'Alexandre et de Porus, par exemple, sont des hommes âgés. Floridor, qui joue Alexandre, le jeune Alexandre, a plus de 60 ans passés. Montfleury, qui campe Porus, est tellement gros et gras que pour monter sur scène, il est obligé de porter une ceinture de fer qui l'aide à tenir un ventre proéminent. Les tragédiens de l'Hôtel de Bourgogne sont éloignés à un tel point de leur modèle qu'il est intéressant de se poser la question de savoir si pour Racine, la vérité, le vraisemblable, la vraisemblance avaient de l'importance. Or, il semble que non. Pour Racine, l'importance, c'est le vers. Et au-delà de l'alexandrin, c'est la diction. Racine privilégie cette diction sublimée qui conduit à l'emphase, qui permet une grande mobilité vocale, qui permet une diction enflée, presque chantante. Louis Racine, évoquant quelques années plus tard une des interprètes préférées de son père, Mademoiselle Champmeslé, qui jouera Phèdre et Bérénice, parlait de sa diction enflée et chantante. Est-ce que tu pourrais imaginer que la pièce que tu joues n'est pas de Racine, mais de Baudelaire, par exemple? Enfin, tu vois, et donc en tirer une conséquence. Voilà. Qu'est-ce que ça changerait? Les mêmes mots, hein, les mêmes lettres imprimées. Mais qu'est-ce que ça changerait? Tu vois, j'imagine qu'il y aurait quelque chose de plus, je ne sais pas quoi, maudit, vénéneux,
dangereux, enfin tu vois, désespéré, enfin j'en sais rien, tu vois, tout ce dont on affuble les poètes dits maudits. Il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus âpre, de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus brûlant, tu vois ce que je veux dire? Et ça changerait complètement les choses. Tout est dit au début. Il faut être fou, aveugle ou sourd. Aveugle et sourd pour ne pas comprendre. Mais justement, ils sont fous, aveugles, sourds. Antoine Vitez. Je commence tout juste à m'intéresser à Racine et j'aimerais savoir comment on dit les vers. Oui, parce que certains hommes de théâtre pensent qu'il faut les dire comme de la prose, comme une chose de très naturel, et d'autres ont une façon plus littéraire, où il y a certaines règles bien établies et plutôt connues. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là, c'est très compliqué de répondre à une telle question. D'abord parce qu'il y a, je crois, autant de spécialistes de l'alexandrin qu'il y a de gens qui s'intéressent à l'alexandrin. Et personne n'est jamais d'accord. Alors, je ne pourrais vous donner que mon avis, que mon son de cloche à moi et que ma conception, entre guillemets, de la manière dont il faudrait dire les vers en général. En ce qui me concerne, moi je dirais que Racine, le vers racinien en tout cas, est très différent du vers cornélien par exemple. En général, il ne faut pas exagérer. Hein. Si on me montrait quelques vers de Corneille en me disant que c'était du Racine, je risquerais de les prendre pour des vers de Racine. Mais enfin, malgré tout, et dans l'ensemble, je crois que c'est assez vrai. Corneille, qui est un rhéteur, qui est un avocat, a une conception très solide, je dirais, de la langue, et lui, il bâtit un vers sur un autre vers. Rome, 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 enfin, etc. Hein. D'abord la fondation, et puis le premier étage, le deuxième étage, et enfin le grenier. Il me semble qu'il y a une foi dans le langage, pourrait-on dire, hein, chez Corneille, c'est-à-dire qu'il croit que c'est du solide. Voyez-vous, lorsque vous dites par exemple dans un restaurant bonjour, voulez-vous me donner la fourchette? Donner veut dire donner, enfin prêter, et la fourchette veut dire la fourchette. Alors chez Racine aussi, c'est la même langue bien entendu, ou à peu près. Simplement c'est comme si Racine ne croyait pas trop à la solidité du langage. Et comme si la langue menaçait de s'effriter au moins toutes les 12 syllabes. Toutes les 12 syllabes, hop, ça meurt, ça s'arrête. C'est ça un vers. Quels assauts, quel combat j'ai tantôt soutenu. Venez-moi si je puis, je ne le verrai plus. Alors, un alexandrin, ça a l'air d'une banalité, mais il faut le rappeler sans cesse, parce que même les acteurs, même les grands acteurs parfois, ne le savent, le disent, mais ne le font pas. Un alexandrin, c'est 12 syllabes, et il faut dire 12 syllabes. Même quand il y a des E muets, et que de temps à autre, on a l'impression que ce sera un peu récité, ou un peu accent du sud de la France, que de prononcer le E muet, il faut le prononcer quand même, sinon on n'a pas 12 syllabes. Une deuxième règle, que je crois quant à moi, juste, c'est qu'il ne faut pas faire d'enjambement, ce qu'on appelle un enjambement. Même si le sens du vers n'est pas fini, et qu'il faut aller à la ligne pour comprendre, eh bien il faut un suspens, un arrêt, une inspiration, une respiration donc hein, de la personne qui le dit, pour repartir sur le vers suivant. Encore une fois, donc 12 syllabes, puis 12 syllabes, puis 12. Et pas 24, encore moins 10 ou 13 évidemment. Hein, voilà. Alors ça c'est la règle première. Ensuite, quand on écoute bien un alexandrin, quand on approche son oreille, si j'ose dire, de son pouls, de ce qui vibre en lui, de ce qui vit en lui, alors on s'aperçoit qu'un alexandrin, eh bien, en son milieu, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on appelle le premier hémistiche, c'est-à-dire un hémistiche, c'est 6 syllabes. À la fin de la 6e syllabe, donc, quelle qu'elle soit, même si elle tombe au milieu d'un mot, à la fin de la 6e syllabe, il n'y a pas un arrêt, comme à la fin de la 12e, mais il y a une menace d'arrêt, une menace de mort. Et c'est ce qu'on appelle la césure. Césure, ça ne veut pas dire coupure, ça ne veut pas dire cassure, ça ne veut pas dire qu'on a fait 2 vers de 6 syllabes. Non, ça veut dire qu'il y a bien 12 syllabes, mais il y a eu comme un raté, comme quelque chose qui dit ça s'arrête, non, ça reprend. Donc pas de temps, c'est juste une inflexion, ça a fléchi, ça a menacé, encore une fois. Mais quand on écoute bien le premier hémistiche, au sein du premier hémistiche, pas à la fin du premier hémistiche, mais en lui, il y a la menace ou l'annonce de la menace de la menace. C'est-à-dire qu'il y a déjà une annonce de ça va s'arrêter. Et au milieu du deuxième hémistiche, du deuxième groupe de 6 syllabes aussi. Au fond, un alexandrin, c'est composé de 4 parties. Une petite partie assez collée, mais quand même différente de sa deuxième partie. Tout ça fait un 6 syllabes. Et puis, une petite partie collée à sa deuxième partie, et tout ça fait encore 6 syllabes. Le tout est collé un peu, et ça fait 12. C'est clair, ça? Oui. Je connais Bérénice et ne sais que trop bien
que son cœur n'a jamais demandé que le mien. Si on part du principe qu'un vers, c'est comme, comment dire, comme une île entourée d'océan, entourée de l'océan de la page blanche, hein, si on veut 12 syllabes comme ça, eh bien cette île, maintenant, elle a du relief. Elle a des modulations, des inflexions, voilà. Et ces modulations, ces inflexions, ce rythme au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire presque sa forme, sa consistance aussi, eh bien, ce rythme a du sens d'une certaine manière, pas un sens aussi net que pourrait l'avoir, même ça c'est pas sûr d'ailleurs, les mots du dictionnaire, hein, c'est pas le sens de la phrase, mais enfin ça rajoute du sens ou ça contredit le sens premier. Si on prend un alexandrin par exemple, je ne sais pas moi, de Rimbaud, dans le bateau ivre, à un moment, quand les peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, et, hein, dit-il, et les ayant cloués nus au poteau de couleur. Et on entend le rythme du vers, les ayant cloués nus au poteau de couleur, les ayant 1, 2, 3, cloués nus 1, 2, 3, au poteau 1, 2, 3, de couleur 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ? C'est le bruit du marteau. On est en train de clouer. Hein. Donc ça a du sens. Là, en l'occurrence, ça épouserait, ça illustrerait un peu le contenu. Maintenant, il peut y avoir presque l'inverse. Racine, par exemple, peut très bien, vous connaissez ce vers très célèbre, dans l'Orient désert, qu'elle devint mon ennui, que dit Antiochus, hein, dans Bérénice. Alors on imagine l'Orient, le désert, et puis un homme qui marche seul et qui se meurt d'amour pour Bérénice, à qui il n'a pas osé déclarer son amour, etc. Mais tout de suite après, il dit, je vous cherchais longtemps errant dans ces arrêts. Et le vers, c'est « Je vous cherchais 1, 2, 3, 4, longtemps, 1, 2, errant, 1, 2, dans ces arrêts, 1, 2, 3, 4. » On voit donc qu'il est absolument symétrique. 4, 2, 2, 4. La symétrie, le fait que ça commence par 4 et ça finit par 4, prouve que c'est fermé, ça se ferme sur soi-même. Et en fait, il est comme dans un cachot à l'intérieur de ce vers. Autrement dit, il dit l'Orient infini, mais dans le rythme même qu'il a de dire ces phrases-là, il dit l'enfermement et la prison. Il est en prison dans le désert, en quelque sorte, par son amour. Si on écoute ça, alors ça devient sublime, les vers de Racine. Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. Je demeurai longtemps errant dans ces arrêts, lieu charmant où mon cœur vous avait adoré. Je vous redemandais à vos tristes états. Je cherchais en pleurant les traces de vos pas. Est-ce qu'elle saurait parler en prose, génie? Moi, je répondrais volontiers, j'en sais rien évidemment, hein. C'est une façon de penser, mais je répondrais volontiers oui. Et alors pourquoi parle-t-il qu'en vers? Quel est le secret en prose qu'ils ne diront jamais? Peut-être que l'alexandrin est là comme un voile pour empêcher de dire ce qui se passe vraiment. Vous voyez? Racine est le nom d'un texte. Un pays textuel, homogène, aux lois reconnaissables, et divisé, c'est ainsi qu'il se donne en tout cas, en un petit nombre de provinces assez autonomes. Ou encore un océan balisé de havres et qui porte pour la plupart des noms de femmes. Phèdre, Esther, Iphigénie, Athalie, Bérénice, Andromaque. Songe, songe, ces filles à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. À la fin, je respire et le ciel me délivre. Un nom de femme dans chaque port. Quant à moi, je revenais de loin, j'ai failli le manquer. Il ne faisait pas partie, si vous voulez, de ma bibliothèque. Le lisant, je croyais ne rien distinguer d'intéressant, ou presque. Il m'a donc fallu m'approcher. Mais de grâce est-ce à moi que ce discours s'adresse. Ouvrez vos yeux, songez qu'Oreste est devant vous. Oreste, si longtemps l'objet de leur cours. Osez l'entendre. Et c'est peut-être là sa première leçon. Bien des gens, faute de temps, c'est ce qu'on dit toujours, n'est-ce pas? Mais de patience aussi, et de courage, oui, de cœur à ses ouvrages, ne parcourent pas, ou plus, cette moitié du chemin nécessaire absolument à sa rencontre. Alors quelle est-elle, cette première leçon? Que pour lire, il faut d'abord ouvrir le livre. Pour me lire, moi Racine, semble-t-il dire, il vous faudra, vous Dupont, co-signer.
Me lisant, semble dire Racine, il vous faudra me dire en vous votre secret. Vous le dire en moi, par moi, sur moi. Je vais, Paulin, au ciel, puis-je le déclarer. Quoi, Seigneur? Pour jamais je vais m'en séparer. Qu'est-ce que c'est que courir des risques dans un alexandrin? Ça a l'air d'une phrase bizarre. Eh bien, ça veut dire que quand tu prononces une syllabe, tu ne sais pas la syllabe qui va venir. Le plus tard possible. C'est James Dean, tu sais, avec la falaise ou le mur. Tu vois, mais en moto. C'est-à-dire qu'on quitte la moto ou on saute de la voiture le plus tard possible. Eh bien, si tu arrêtes d'avoir un trou de mémoire avant le verre, et tu dis, là, je vais se doubler, me perdre, t'as couru aucun risque. Maintenant, si tu dis l'ai-je vu, et tu ne sais pas que tu vas dire se troubler. L'ai-je, au moment où tu dis vu, tu ne sais pas que tu vas dire se troubler. L'ai-je vu se troubler? Et au moment où tu dis blé, tu ne sais pas que tu vas dire ou me plaindre. Et au moment où tu dis plaindre, tu ne sais pas que tu vas dire un moment. Tu vois, l'ai-je vu se troubler, me plaindre un moment. Et tu avances comme ça à tâtons dans l'alexandrin. Alors tu cours plein de risques, alors c'est tout frissonnant. Alors moi j'applaudis très fort. Non, 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 la perfidie a de quoi vous tenter. Ah. Non, non, la perfidie a de... Perfidie. Non, non, la perfidie a de quoi vous tenter. Est-ce que Hermione veut dire un nœud si solennel? Est-ce que Hermione veut dire que vous vous abandonniez au crime en criminel? On pourrait répondre, bah oui, c'est écrit sur le papier, enfin, elle veut le dire puisqu'elle le dit, enfin, évidemment. Au fond, que veut dire un nœud si solennel? Dans les petits classiques, la rousse borda Satie et tout ça, on te le met en note. On dit, bah, ça veut dire mariage, lien du mariage, hein, le nœud si solennel. Alors, pourquoi elle n'a pas dit mariage, alors? Oh ben j'en sais rien, parce que Racine, il écrit de manière empoulée, 17e, il dit un nœud si solennel, sa manière de parler. Au XXe siècle, on ne dirait pas ça, mais au XVIIe, on le disait, etc. Erreur. Au XVIIe aussi, on pouvait dire le mariage. Et puis même si on ne pouvait pas, inventons qu'on pouvait, alors quoi? Eh bien alors c'est un peu impropre. Mais si on entend cette impropriété, ça devient magnifique. Et que voulant bien rompre un nœud si solennel, appelons ça comme ça, momentanément, provisoirement, pardon, c'est pas à 100% ce que je veux dire, je sais pas quoi, vous vous abandonniez, ou c'est pas abandonner que je veux dire, mais enfin je dis abandonner, au crime, c'est pas vraiment un crime, mais enfin crime, oui, criminel, voilà, criminel. Tu vois, c'est-à-dire que chaque fois, ce sont de menus défaites. C'est pas pleinement ce qui devait se dire, tu me suis? Et du coup, peut-être est-ce déjà le secret, ou l'un des secrets, de ce qui caractériserait ce qu'on appelle bêtement la poésie. Alors on est en 55 après Jésus-Christ, au petit matin. Une femme fait les 100 pas devant une porte fermée. Et cette femme, c'est une tueuse. Elle a du sang sur les mains. Elle s'appelle Agrippine. C'est un des plus grands monstres politiques de la Rome antique. Elle vient depuis 2 ans de réussir à mettre son fils Néron sur le trône, après avoir empoisonné son mari, l'empereur Claude. Elle fait donc accéder Néron au pouvoir, mais pas du tout par intérêt pour son fils, mais parce qu'elle espère bien que, à travers son fils, c'est elle qui tirera les rênes du pouvoir, bien sûr. Et si elle est inquiète en ce petit matin de 55 après Jésus-Christ, c'est que depuis un certain temps, Néron donne des signes inquiétants d'indépendance. Il ne la consulte plus. Hein. Et on vient d'apprendre qu'il a fait enlever une certaine Junie, qui est une jeune patricienne, une aristocrate, et cet enlèvement, il l'a fait sans la consulter. Alors Agrippine, en quelque sorte, se demande si l'élève ne va pas dépasser le maître, et si ce fils n'est pas en train de lui en remontrer à elle. Ça menace de s'arrêter, mais ça ne s'arrête pas. Si tu arrêtes vraiment, alors on revient à la prose. Enfin, tu vois, on retourne à quelque chose, bien écrit, certes, enfin, en tout cas, écrit de manière classique, mais on n'a plus que c'est sur un seul souffle, enfin, tu vois, qui a failli mourir, mais qui a continué jusqu'à la 12e syllabe. Et au fond, peut-être qu'il y a la plus grande tempête, le plus grand tumulte de sentiments, de tout ce qu'on veut, de psychologie, d'intériorité, etc., face à la plus grande immobilité de l'alexandrin. Même si vous voulez hurler en prose, le hurlement fera 12 syllabes. Mais je ne vois pas Britannicus dans tout ça. C'est que Britannicus n'est qu'un pion sur l'échiquier entre ces deux monstres. Hein. Qui c'est Britannicus? En fait, c'est lui l'héritier légitime, c'est lui le fils de Claude qui aurait dû régner à la place de Néron. Hein. Mais Agrippine s'est arrangée pour le détourner du pouvoir. Seulement, elle va brusquement se mettre à protéger Britannicus, ce qui rend Néron furieux, bien sûr. En fait, tout ça, c'est que de la politique. Une guerre pour le pouvoir. Pas seulement.
Néron n'a que 18 ans, il ne faut pas l'oublier, et quand il fait enlever, en quelque sorte, cette jeune patricienne, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire, il tombe amoureux d'elle. Or, Junie aime Britannicus, et elle en est aimée. Donc la rivalité politique va se doubler d'une rivalité amoureuse. À partir de là, on voit bien que la vie de Britannicus ne tient plus qu'à un fil. En éliminant Britannicus, il fait en quelque sorte d'une pierre deux coups, Néron, il élimine son rival auprès de Junie, et puis il se débarrasse naturellement de la tutelle de sa mère. Et c'est ce qui va arriver? C'est ce qui arrive à la fin, oui. Britannicus meurt, empoisonné par Néron, et en apprenant ce meurtre, Agrippine comprend que la prochaine victime, ce sera elle. On a vraiment l'habitude des affrontements, là au XXe siècle. Quand c'est pas un affrontement de loupards dans la rue, alors c'est un face-à-face à la télé entre X et Y, et chacun veut la peau de l'autre. Ce n'est pas ce qui se passe, je vous assure que ce n'est pas ce qui se passe. Il n'y a pas plus non-violent, d'abord, que ce théâtre. Sous cette non-violence-là, les passions les plus déchaînées, enfin les passions est un mot un peu imbécile, mais enfin des forces déchaînées sont en jeu, mais elles ne sont plus en mimétisme du moi contre toi, toi contre moi. C'est la princesse au petit pois. Tout le monde chez Racine est princesse au petit pois. Sous 20 matelas, on dort mal parce qu'il y a un petit pois tout à fait en bas là. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que les mots sont d'une délicatesse extrême. Il ose faire une chose, mais d'une obscénité folle. Il ose expliquer sa pensée. On m'a dit ça en tout cas. Tu vois? Donc les pensées, il les émet, elles viennent se poser sur vous, sur votre peau. Il ose faire cette chose obscène là. Ça rentre dans votre oreille. Le son de sa voix pénètre comme ça dans l'oreille, vous pénètre. C'est immonde, je ne veux même pas y penser. Enfin, c'est pratiquement ça qu'il dit. Et elle répond, la chose qui est d'une délicatesse extrême là aussi, évidemment en choisissant la métaphore de la métaphore de la métaphore, je ne vous nierai point, Seigneur, que ces soupirs, des soupirs simplement, hein, pas des phrases, que ces soupirs m'ont daigné quelquefois expliquer ses désirs. Vous voyez, il n'y a rien, il a juste fait oh, comme ça, et voilà, c'est vrai, oui, pardon, il a fait oh, comme ça, dit-elle. Et tout d'un coup, elle dit, il m'aime. Les textes de Racine tirent tous leur origine d'un mythe, d'un bout de mythe, et mettent en scène des figures légendaires qui donnent visage précisément à ce qui est toujours déjà effacé, oui, sans face, sans visage, en nous, à ce qui est pour nous la face cachée, mystérieuse de nous, et terrifiante souvent. C'est que ces personnages, ceux qu'on appelle des personnages, ne sont pas des personnes. Ce ne sont pas des femmes ou des hommes ou des enfants, ce sont des forces, peu visibles par nous à l'œil nu de chaque jour, des bribes hasardeuses de ce qui toujours, pourtant tous, nous constitue. Des bribes de sujets, si l'on veut, mais vivantes. J'entends dire parfois que Phèdre est un monstre, ou Hermione ou Néron, qu'Andromaque ou Bérénice sont de grandes amoureuses, que toutes ces femmes, tous ces hommes sont extraordinaires, tellement plus grands que nous, les spectateurs, que nous, les acteurs. Mais non, c'est le contraire. Monstres peut-être, mais bien plus petits que tel ou tel sur la scène ou dans la salle, puisqu'ils ne sont, ces personnages, qu'une partie, qu'une des composantes, mais chaque fois nouvelle, inouïe, et pourtant très ancienne et reconnaissable, de n'importe quelle personne vraie, même la plus petite, la plus piètre, la moins intéressante d'entre nous. Sur les théâtres, les personnages, ces choses qui ne sont pas des choses, ces spectres, ces flux d'êtres, ne sont pas. Ou s'ils sont, ce ne sont que les révélateurs de ces forces mystérieuses que nous sommes, que nous devenons. Les personnages, donc, s'avancent sous les feux, comme autant de figurants de la nuit qui est en chacun de nous. Si l'acteur sur la scène avance masqué, c'est pour que mieux se démasque, assis dans la salle, le spectateur. Je crois que c'est à cela que sert, s'il sert, le théâtre. Il ne faut point, ici, nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plus tôt ce cœur qui tant de fois
m'a fait de mon devoir reconnaître la voie. Il en est temps, forcez votre amour à se taire. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Je n'écoute plus rien et pour jamais adieu. Pour jamais, ah Seigneur, songez-vous en vous-même. Combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Sans que de tout le jour je puisse voir Titus. La particularité de Bérénice, c'est que c'est une tragédie où il n'y a ni sang, ni cadavre. Toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien. On peut dire aussi que c'est pas complètement rien quand même, hein. C'est 24 heures que met l'empereur Titus à annoncer lui-même à Bérénice la décision d'abandonner. Osez avoir le courage de dire à celle qui attend tout de lui, qui croit que le bonheur est à portée de main, que c'est fini. Est-ce qu'on peut vous prêter ce souvenir du présent? Non, c'est là. Quand même, est-ce qu'on peut jouer le souvenir de ce qui est là tout de suite, en même temps, tu vois? Pas le souvenir du passé, comme ça se passe toujours, mais du présent. Le présent comme un souvenir, et non pas le présent comme un présent. Tu vois? Eh bien, je pense que c'est une chose comme ça qu'il faudrait faire. Mais bien sûr, c'est très facile, au fond. Il est déjà en train de penser et de goûter, de ressentir comment ce sera plus tard. Comment, quand il sera vieux ou mort, hein, il pourra penser à ce moment où il a vu Bérénice. Et il lui a dit ça. Donc il y a quelque chose de plus fané, de plus usé, de plus décoloré. Et en même temps avec un petit sourire. Empereur, c'est-à-dire un qui a soudain, ou qui croit avoir, le plus grand empire sur lui-même. Un qui a soudain, ou qui croit avoir, tout pouvoir sur lui et sur le monde. Et qui éprouve alors, c'est une tragédie, que ce pouvoir, l'avoir ou croire l'avoir, c'est déjà précisément le perdre. Se perdre, esclave de son propre empire sur soi. Le vieil empereur Vespasien vivant, la loi du père était là, présente, pesante. Et le fils aussi bien pouvait obéir à cette loi ou la transgresser. Mais Vespasien mort, son fils le remplace. Titus incarne maintenant la loi du père. La loi, il ne l'a plus devant lui, il l'a en lui. Il ne la subit plus, il la devient. La loi maintenant, c'est lui. Comment désobéir à la loi quand on est la loi? Car la loi elle-même, ni ne peut pas. La loi est. Titus est. Le Père et le Fils. Maintenant qu'il est à la place du Père, à la place de celui qui peut tout, il peut
épouser Bérénice, certes. Mais c'est aussi précisément parce qu'il est à la place du père, à la place de la loi qui interdit, qu'il ne peut pas l'épouser. Il tourne en roue libre. Tout pouvoir, c'est ne plus pouvoir quelque chose, c'est ne plus rien pouvoir, nous dit Racine. Là est la tragédie. Et demandons-nous alors si de l'empêchement n'était pas là toujours, au cœur même de tout amour, de tout pouvoir d'aimer. Et si donc ce n'était pas pour que nous voyions cela, pour que nous l'entrevoyions, cela est bien d'autre chose, que ce sujet précisément historique pour rire avait été pris, je veux dire, nous avait été donné. Et demandons-nous encore si ce qui nous est demandé n'est pas qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que l'empire, qu'est-ce que l'amour? L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux. Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on parle des œuvres de Racine, c'est toujours Phèdre qu'on cite en premier? C'est vrai que de l'aveu même de Racine, Phèdre passe pour sa pièce la plus parfaite, comme son chef-d'œuvre absolu. C'est une pièce écrite à peu près sur mesure pour une grande tragédienne qui était la maîtresse de Racine et qui s'appelait La Champmêlée. Et pour une carrière d'actrice de nos jours encore, ça reste vraiment la grande pièce, le couronnement d'une carrière. Mais alors pourquoi on dit que Phèdre c'est un chef-d'œuvre? Racine a mis toute cette histoire en de merveilleux alexandrins. Ce n'est pas tout bien sûr, mais ça pourrait être tout. Par exemple, si tu avais à dire je t'aime à un garçon dont tu ne seras pas sûr qu'il t'aimera en retour, est-ce que la façon dont tu diras je t'aime n'est pas aussi importante et même peut-être plus importante que le fait de dire je t'aime? Tu vois bien. Au fond, le vers, l'alexandrin, c'est ça. C'est comme de la séduction attachée à chaque mot. Voilà, un des personnages pose une question. Il dit lisez-vous dans mes yeux quelques tristes présages. L'autre, c'est ce qui est écrit sur le livre, répond pas du tout, mais j'allais voir ma copine. On croit donc que c'est la réponse, mais ce n'est pas la réponse, en réalité. Parce qu'entre-temps, il y a eu 1000 autres informations. Le ton de sa voix, l'immobilité de son corps, le regard brûlant qu'il avait. Et toi, à ton tour, tu vas répondre. Mais est-ce que tu vas répondre à sa question ou répondre au regard brûlant, répondre à l'immobilité de son corps, répondre au timbre de sa voix? Tu vois? Il n'y a pas eu qu'une chose qu'il a faite. Donc ta réponse n'est pas forcément de texte à texte. Il y a un vers qui vient en annuler un autre, et celui qui vient d'annuler un vers est à son tour annulé par un autre. Après coup, ça aura fait une tirade, mais on ne peut le dire qu'au futur antérieur. Ça aura fait une tirade, mais il n'y a pas de tirade au départ, jamais. Je sais trop quel tourment je m'apprête moi-même. C'est peu de voir un père épouser ce que j'aime. Voir encore un rival honoré de vos pleurs, sans doute c'est pour moi le comble des malheurs. Mais dans mon désespoir, je cherche à les accroître. Madame, par pitié, faites-le-moi connaître. Quel est-il cet amant? Qui dois-je soupçonner? Avez-vous tant de peine à vous l'imaginer? Tantôt, quand je fuyais une injuste contrainte, à qui contre Pharnace ai-je adressé ma plainte? Sous quel appui tantôt mon cœur s'est-il jeté? Quel amour ai-je enfin sans colère écouté? Ô ciel, quoi je serais ce bienheureux coupable que vous avez pu voir d'un regard favorable? Vos pleurs pour Xipharès auraient daigné couler? Oui, prince, il m'est plus temps de le dissimuler. Ma douleur pour se taire a trop de violence. Un rigoureux devoir me condamne au silence. Que dis-je en ce moment? Le dernier qui nous reste.
Je me sens arrêtée par un plaisir funeste. Plus je vous parle et plus, trop faible que je suis, je cherche à prolonger le péril que je fuis. Il faut pourtant, il faut se faire violence et sans perdre en adieu un reste de constance. Je fuis, souvenez-vous, prince de mériter. Et mériter les pleurs que vous m'allez coûter. Madame, elle fuit et ne veut plus m'entendre. Malheureux Xipharès, quel parti dois-tu prendre? On t'aime, on te bannit, toi-même tu vois bien que ton propre devoir s'accorde avec le sien. Cours par un prompt trépas abréger ton supplice. Toutefois, attendons que son sort s'éclaircisse. Et s'il faut qu'un rival la ravisse à ma foi, du moins en expirant me la cède donc au roi. Les personnages de Racine sont des personnages qui manquent de temps. On peut dire qu'il y a une espèce d'adéquation entre la façon dont le vers de Racine court après le sens idéal, toujours dérobé, et la façon dont l'action propulse en avant les héros. Par exemple, on pourrait dire que toute l'action de Bajazet repose sur quelques secondes qui manquent au cœur de la pièce à Attalide pour revenir de son égarement jaloux et rassurer l'amant qu'elle a jeté dans les bras de Roxane. Et parce qu'il manque ces quelques secondes où elle pourrait enfin rassurer Bajazet, eh bien, tout s'écroule. Au contraire, quand il arrive au personnage d'avoir le temps, quand l'action se suspend, ils sont dotés d'une espèce de vision extra-lucide. Ils voient au-delà de leur propre vie, dans le passé et dans l'avenir. Malgré l'effet d'abondance de cette parole, il faut garder à l'esprit l'économie de la parole racinienne. Je crois que c'est par cette économie que nous pourrons rouvrir Racine, comme si, chaque fois, c'était la première fois. Racine est à la fois tendre et cruel. Quel surcroît de vengeance et de douceur nouvelle, de le montrer bientôt, pâle et mort devant elle, de voir sur cet objet ses regards arrêtés, me payer les plaisirs que je leur ai prêtés. On paye les plaisirs, elle les a prêtés, et il y a le mot objet, c'est-à-dire que devant le cadavre de celui qu'elle aimait, elle devrait simplement constater, elle, Attalide, que c'est un objet. Il passe de la tendresse à la cruauté et d'une image sonore à une évocation d'ombre. C'est, comme disait Barthes, le Rembrandt de la poésie. Il y a deux sortes d'idées. Il y a des idées dont on pense qu'elles sont justes tout le temps. Elles sont justes, quoi. Des choses dont on se dit, eh ben ça c'est vrai, c'est écrit dedans, quoi. Enfin, voilà. Et puis d'autres choses, alors après il y a plein de degrés, dont on accepterait qu'elles ne soient pas définitives. Et ce qui serait moderne, je m'aventure vraiment sur la pointe des pieds, hein. Ce qui serait moderne à mon avis, c'est précisément quand on accepte même des choses absolument éphémères et fugitives. Par exemple, on trouve que ce serait vachement bien, là, aujourd'hui, tout de suite, qu'elle se mette le doigt dans le nez. Voilà. Peut-être que c'est bien, là, pour maintenant. Est-ce que dans l'absolu, devant un professeur sorbonnade, tu sais, mais comment, n'importe quoi, je mets le doigt dans le nez. Mais parce que lui, il croit que, d'une manière générale et de toute éternité, Iphigénie se met le doigt dans les noms, c'est nous, aujourd'hui, ici, là, maintenant, comme ça, on avait eu envie. C'est ce ludisme-là, cette légèreté-là. Il faut traverser des choses en acier trempé qu'on peut penser sur les textes par des choses qui sont très fragiles, qui ne sont pas en acier trempé. Ça mélange, c'est un édifice qui est en acier, en marbre, en béton, en papier aussi, en carton, enfin, tu vois, voilà, en plumes d'oiseaux. Et on dit voilà la cathédrale. Dès le départ,
À peine le livre ouvert, il faut l'ouvrir encore. C'est qu'il faut s'insoumettre, nous aussi, à la loi des professeurs vespasiens, et se méfier des sens clairs, immédiats, paresseux. Quel irrespect envers Racine, diront-ils alors, que de vouloir ainsi lui faire des sens dans le dos, que de chercher midi à 14 heures, comme le fait le théâtre contemporain sans cesse. Mais voilà, midi n'est jamais à midi. Et cet irrespect apparent est, je le crois, le respect même, qui donne tout leur poids aux mots, qui avance que rien n'est écrit là légèrement, que tout est grave, et à prendre au plus grand sérieux, ce qui n'exclut pas l'humour. Racine, un pont de papier, de la bibliothèque à l'âme, et chaque alexandrin comme le chiffre de la lettre, comme une bouteille à la mer. Je ne t'ai point aimé cruel, qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes, je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore malgré tes infidélités, et malgré tous mes Grecs honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure, j'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas ingrat, je doute encore si je ne t'aime pas. De cette façon, éloigné, gelé dans le temps d'autrefois, Racine nous revient brûlant, humide Et comment dire, social. Antoine Vitesse. Voilà, je voudrais vous présenter évidemment nos invités. Daniel Mesguich, qui est metteur en scène, comédien, écrivain. Je peux dire que vous êtes tout pétri de Racine et de ses alexandrins. Et tous les gens qui ont vu d'ailleurs vos mises en scène de Racine, enfin, Bérénice, Mithridate, Andromaque, tout ça, ils savent que vous êtes vraiment un fan de Racine, on peut dire ça aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais comme ça tout le monde comprendra. Marc Fumaroli, professeur au Collège de France, écrivain, homme de culture. On vous a appelé l'homme du grand siècle. Ça doit de temps en temps vous peser d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ce siècle qui vous a intéressé. Hein. Je pense à Chateaubriand, des gens comme ça. Donc, mais il faut vivre avec de temps en temps sa réputation. Et puis le général François Valentin, qui est général d'armée, du cadre de réserve, je précise ça pour les gens qui nous regardent. Je me demandais si les guerriers, si je vous appelle guerrier juste une petite minute, j'essaie de trouver la corrélation entre Racine. Il y a beaucoup de gens, des militaires qui ont vraiment une admiration forte pour Racine, ou vous êtes un cas exceptionnel? Non, je ne crois pas, mais vous savez, Victor Hugo disait que je serais soldat si je n'étais poète. Ah, alors j'aime assez la citation. Je voudrais, si ça ne vous gêne pas qu'on commence par l'homme, ça va peut-être nous aider à expliquer d'autres choses. C'est un monsieur qui est né en 1639. On sait d'ailleurs pas grand-chose sur Racine. Et les choses qu'on sait, finalement, ne plaident pas en faveur d'une image tout à fait poétique de l'homme. Est-ce que ça a une importance, d'ailleurs, à votre avis, Daniel Mesguich? Non, pour moi très peu. Pour moi très peu. J'ai été pétri de vous savez, les Lagarde et Michard, enfin, l'auteur, sa vie, son œuvre. Je ne disconviens pas qu'il doit y avoir, évidemment, des rapports, bien entendu. Mais son sosie et son double et son jumeau, s'il avait vécu à la même époque, n'aurait sans doute pas écrit. Pour autant, cette œuvre-là, donc l'œuvre est l'œuvre, et voilà, et c'est avec cette œuvre-là qu'il faut travailler, je crois. Il n'est pas inintéressant de savoir des choses sur celui qui l'a pondu, qui l'a écrite, mais c'est tout. Je crois que ce sont des informations, mais ce ne sont pas, en aucun cas, à mon sens, enfin, on verra bien si vous êtes d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça? En aucun cas, ce sont des causes qui vont faire tel ou tel effet, etc. Non, je crois que... Oui, je crois que Racine est peut-être le cas le plus exemplaire de la théorie de Proust, selon lequel il n'y a pas beaucoup de rapport entre une biographie et puis une grande œuvre d'art.
Proust montre cela très bien pour d'autres auteurs, mais on pourrait le montrer pour Racine. Au fond, c'est quelqu'un qui a eu une carrière, comme on l'a dit, extrêmement brillante, et qui a fini gentilhomme extraordinaire de la chambre du roi, un peu arriviste, anobli au cœur même du pouvoir du grand siècle dont vous parlez tout à l'heure, et qui, en même temps, a été capable de produire des œuvres si étranges qu'on pourrait presque croire qu'il y avait du Rimbaud chez ce grand ambitieux, chez cet homme de cour si délicat, si raffiné, si poli, si complaisant aussi à bien des égards. Mais c'est troublant, non? Alors, oui, mais c'est troublant, je pense, pour beaucoup d'autres grands écrivains. Et vous, Général Valentin, moi, je suis tout à fait de cet avis. Il n'y a pas de rapport direct entre l'homme et l'œuvre. Mais il y a quand même quelque chose de très surprenant chez Racine, c'est qu'il a quitté le théâtre non pas une fois, mais 2 fois. Et Rimbaud s'est retiré, vous avez parlé de Rimbaud, Rimbaud s'est retiré pour avoir une vie complètement différente et avoir le rejet de ce qu'il avait écrit. Racine, apparemment non. Il a simplement pensé après Phèdre qu'il fallait qu'il n'écrive plus de tragédie. Et puis, il a écrit Esther à cause de Madame de Maintenon, sur la demande de Madame de Maintenon, et ensuite Athalie. Et après Athalie, comme si Athalie avait déclenché un démon en lui qu'il craignait, après Athalie, il est resté encore, je crois, 9 ans sans écrire une tragédie. Alors, c'est quand même un cas extraordinaire. N'empêche qu'à ce moment-là, alors qu'il était devenu très dévot dans l'entourage du roi et de Madame de Maintenon, et qu'il recommandait à son fils, dans sa lettre, surtout de n'aller pas voir ses propres pièces que l'on représentait à Paris, parce que ça l'aurait compromis. C'est un peu hypocrite. Eh bien, il procure une admirable édition de ses œuvres complètes. Et c'est là-dessus que la plupart des éditions contemporaines sont basées. Ce qui fait qu'on voit très bien que le personnage est extrêmement complexe et même assez mystérieux, puisque on lui passe commande, alors qu'il n'a plus écrit depuis de nombreuses années, d'une pièce puis d'une autre, et il se trouve qu'avec une immédiateté totale, il est capable de produire 2 chefs-d'œuvre, comme s'ils attendaient au fond de lui-même, dans un autre monde que celui où il vit régulièrement. Daniel Zisou, je vous en prie. Non, c'est juste pour revenir sur ce que j'ai moi-même dit et ce que j'ai entendu. C'est que, bien sûr, la biographie n'a pas de rapport direct, comme vous le disiez, avec l'œuvre, et pourtant, quand on étudie l'œuvre, si par exemple on apprenait que Esther avait été écrite par X, mais Athalie par Y, et puis Phèdre par Z, ce serait moins intéressant. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui se regroupe. Et donc, on peut dire après coup que ce qu'on appelle biographie, l'écriture d'une vie, c'est cette œuvre. Et au fond, Racine, en tout cas, quant à moi, m'intéresse, l'homme maintenant, précisément parce que je me dis, il y a un homme qui a écrit tout ça, et cet homme-là m'intéresse. Vous voyez, c'est que la biographie après coup, pas avant coup. Mais ce que je trouve encore plus troublant quand même, c'est que... Non, alors ce serait une autobiographie. Oui, exactement, très indirect, bien sûr, mais une autobiographie, absolument, bien sûr, bien sûr. Mais ça, je le croirais. C'est l'écriture de la vie, enfin. Je le croirais très volontiers, mais alors c'est l'autobiographie parfaitement voilée aux contemporains et que nous entrevoyons. Mais il a écrit ces tragédies donc autour de 30 ans, hein. Même avant, mais enfin bon, ça tourne en très peu d'années, tout ça. Et puis plus tard, il va dire, ce sont des niaiseries. C'est-à-dire, comme c'est rare un homme qui, pour peut-être des raisons d'ailleurs de vie, puis il est historiographe du roi, tout ça. Il n'a jamais dit ça. J'avais lu ça quelque part. Au contraire, je crois même que lorsqu'il dit à son fils de ne pas aller voir ses pièces parce que elles sont maintenant, elles seraient condamnables pour quelqu'un qui a pris parti à ce point pour la foi religieuse et pour l'ordre établi, c'est parce qu'il considère que ces pièces sont chargées d'un pouvoir redoutable. Et c'est justement, je pense, quelqu'un qui a toujours cru que le langage, c'est un poète, qui a toujours cru que le langage était quelque chose de prodigieux, de terrible, selon qu'on l'oriente dans un sens, dans un autre. Et je pense qu'il n'a jamais douté une seconde qu'il laissait à l'univers une œuvre
unique, exceptionnel et classique. D'ailleurs, l'édition finale, et ça c'est vraiment le fait extraordinaire, c'est que ce grand dévot procure, alors que tout le monde condamne le théâtre, Bossuet condamne le théâtre, eh bien il procure son édition, et c'est une édition qui corrige encore assez profondément, et qui l'envoie vers la postérité, cette fois parfaite, intacte, et il sait qu'elle lui survivra. Il en est très fier. Quelle époque il a écrit un petit poème très court, c'est très efficace, qui dit il y a deux hommes en moi. Ce petit poème, il y a deux hommes en moi, est étonnant, parce que c'est vraiment comment dirais-je, une confession de Racine écrite en une douzaine de vers. Alors, on a tous des souvenirs, enfin je parle pour moi, à l'école, tout ça, la gare des Michards, enfin Petit-Larousse, Andromaque, tout ça, bon. C'est vrai que ça nous a saisis un peu différemment des autres, parce qu'il y avait de l'instinct, il y avait une espèce de mystère. On sentait qu'on touchait quelque chose d'important et d'inhabituel dans nos lectures. Mais qu'est-ce qu'il y a de si fondamentalement unique dans Racine à cette époque, où il y a Corneille, il y a d'autres gens, il y a eu la tragédie héroïque, c'est comme ça qu'on disait, hein, je parle sous votre contrôle. Et puis qu'est-ce qu'il apporte de si différent, de si fondamentalement mystérieux et agitateur chez nous, Racine, qui fait qu'on se dit oui, là on est dans un terrain, on est plus près de nous finalement, c'est finalement bizarrement plus humain. Moi je dirais qu'il est clair qu'il a lu Freud. Oui, c'est évident. C'est évident. Et toute son écriture rebrasse et reprend tout ce qui a pu se dire depuis le 19e siècle, depuis Baudelaire, disons, Mallarmé, etc., jusqu'à aujourd'hui, et même sans doute beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire que ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il y a deux pôles, je ne sais pas s'il y a deux âmes en lui, mais il y a deux pôles, en tout cas à mes yeux. D'un côté, quelqu'un qui écrit de manière classique, je mets ce mot entre guillemets parce qu'il aurait 14 définitions différentes et toutes plus subtiles les unes que les autres, mais enfin, classique, disons, et d'autre part, un tumulte, une folie, enfin, la raison comme maquillage de la déraison, enfin, sans arrêt. Et tous les thèmes s'y retrouvent. Le monologue intérieur, le monologue, le code du monologue, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports entre la voix extérieure, intérieure, qui est, par exemple, le confident ou le suivant, etc. Tout s'y retrouve sans arrêt. Moi, je dis souvent à mes élèves qu'ils auraient intérêt à imaginer, par exemple, à cause justement de certains souvenirs scolaires sur lesquels il ne faut pas cracher, parce qu'après tout, c'est bien à cause de ces petits souvenirs, même s'ils sont dérisoires, que plus tard on peut goûter encore mieux les choses, bien sûr. Mais je dis souvent à mes élèves, imaginez que ce texte, par exemple, est de Baudelaire. Imaginez Andromaque de Charles Baudelaire. Voilà, nous allons jouer du Baudelaire. Il aurait écrit une pièce de théâtre. À quelques anachronismes près, ça marcherait. Et bien, ça change tout. Ça change tout dans le goût, dans la langue. Ce serait plus maudit, plus fou. Et bien voilà, c'est ça, je crois, qu'il faut tout le temps imaginer. C'est-à-dire, et quand je dis Baudelaire, on peut aussi dire Georges Bataille ou bien Antonin Artaud. Vous voyez, enfin, c'est que tout à coup, ça change les choses. Il faut sans cesse, je crois, faire ce que Gérard Genette demandait à propos de Borges et à propos d'autres, c'est-à-dire lire le lecteur vient toujours de manière anachronique après coup et mélange les choses. Et après tout, on peut imaginer que l'Iliade a été écrite après, je ne sais pas moi, l'Énéide, vous voyez. Ça pose des questions. Comment écouter les vers de Racine, les contemporains de Racine? Est-ce qu'ils étaient en phase? Est-ce qu'eux-mêmes étaient anachroniques par rapport à Racine? Est-ce qu'ils comprenaient, pour simplifier? Le grand mystère de la poésie de Racine vient du fait qu'il se trouve dans une période de grande convention. Tout est devenu extrêmement conventionnel, réglé. Le théâtre de cette époque, même le théâtre de Corneille, est un théâtre relativement conventionnel dont les règles sont tirées d'Aristote, mais en fait compte encore aggravées par rapport aux textes antiques. Racine obéit à tous les codes dramaturgiques. Il obéit à la versification la plus rigoureuse, qui est la règle de son temps, mais il y a une différence avec ses contemporains, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux à être modernes, c'est-à-dire à considérer que la culture française existe par elle-même, elle n'a plus besoin de lire les anciens, mais lui a lu les Grecs. Lui a lu le grec dans le texte. Il a lu Sophocle, il a lu Euripide. Il n'a peut-être pas lu Freud, mais ça revient peut-être au même. C'est peut-être mieux, puisque Freud avait lu aussi les tragiques grecs. Et il a lu Virgile, il a lu Homère. Il est donc pénétré
d'un monde totalement étranger à ce monde de convention qui est celui du XVIIe siècle civilisé. Il sait que les hommes, dans ce qu'ils ont de plus naturel, sont des êtres dangereux, sont des êtres dont la perception du réel n'est pas du tout cadrée, préfigurée, préfabriquée, comme celle que les dramaturges contemporains veulent suggérer à leurs spectateurs. Et d'où l'étrangeté de quelqu'un qui est à la fois à l'intérieur des cadres de son époque, et qui s'y est installé avec beaucoup de facilité, et qui en même temps fait surgir à l'intérieur de ces cadres tout un monde que vous avez appelé sauvage, et je veux bien, il y a quelque chose de sauvage dans la passion racinienne, il y a quelque chose de sauvage dans les affrontements raciniens, il y a aussi quelque chose de sauvage dans ce refus de figer la réalité. On ne sait pas où est la réalité. Tout est possible à tout instant parce que tout est subjectif au fond. Selon que Hermione va aller dans un sens, selon que Pyrrhus va aller dans un sens, selon qu'Andromaque va aller dans un autre, tout peut changer d'un instant à l'autre et au fond l'issue actuelle de la pièce est due à une série de choix qui ne se sont pas concertés. Et je crois que là, c'est cela qui nous paraît si moderne. Parce qu'en fin de compte, chez Baudelaire, chez les romantiques, et je dirais même chez Coltès, si vous voulez, chez un auteur tout à fait contemporain, il y a le même sens du sublime et il y a le même sens d'une sorte d'étonnement devant le peu de réalité que nous sommes capables de construire et que nous sommes capables de créer avec notre propre sensibilité. J'évoque encore une fois mes souvenirs de jeunesse. Il se passe pas grand-chose dans les tragédies de Racine. Je veux dire, sur le plan événementiel, bon, c'est quand même assez... Oui, là aussi, c'est une convention contemporaine. Oui. Il n'y a pas de sang sur la scène, pas de violence sur la scène. Oui, on ne se tue pas, on ne s'étripe pas sur scène. Absolument mais, pas. Tout de même, est-ce que les gens de l'époque ont pu voir ça comme quelque chose, je vais vous choquer, mais de peut-être plus sucré, de peut-être plus doux, de peut-être plus... Est-ce qu'ils ont bien, encore une fois, est-ce qu'ils ont bien lu, est-ce qu'ils ont bien entendu Racine? Je crois que dans... ce que vous dites, la question que vous posez est très importante parce que, en fait, il est probable que du temps de Racine, peu de gens le comprenaient. Et Victor Hugo, qui n'aimait pas beaucoup Racine, a écrit à propos d'Athalie. Athalie est son chef-d'œuvre, et c'est pour cette raison que son siècle ne l'a pas compris. Et je crois que c'est assez profond comme, comment dirais-je, comme explication. Parce que dans toutes les tragédies de Racine, il y a deux luttes. Il y a la lutte de l'un contre l'autre, une lutte externe, qui est très violente en général et qui aboutit bien souvent à la mort. Et puis il y a la lutte intérieure. Et ces deux luttes, ces deux combats chevauchent. Et ça, je ne crois pas du tout que les gens du XVIIe siècle en aient eu conscience. Ou la plupart, certains peut-être, Boileau peut-être, et Molière. Mais la plupart des gens ne voyaient pas ce côté profond et double, on dirait dual en termes modernes, et double de Racine. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que, par exemple, dans la querelle de Phèdre, il est bien évident que si Racine a gagné, et il a gagné incontestablement, c'est que l'autre Phèdre était une Phèdre fade. C'était une Phèdre selon les conventions, si vous voulez, de la série télévisée, où il faut que les choses se terminent bien. Soap opéra, quoi. Voilà, un soap opéra. Et Racine, au contraire, proposait la version antique de Phèdre, c'est-à-dire où toute la violence du mythe était conservée d'une façon originelle, et même il y ajoutait quelque chose de nouveau, naturellement, qui est le drame du christianisme et des passions. Mais il n'en reste pas moins que les contemporains se sont reconnus davantage dans la Phèdre de Racine que dans cette version affadie, complaisante envers eux-mêmes, que leur offrait Pradon. Et là, il me semble quand même que, et même dans la cour de Louis XIV, au fond, cette Athalie terrible qu'on peut interpréter presque comme une mise en accusation du pouvoir, dans la personne d'Athalie, mais même dans la personne de Joad, la cour, le roi, Madame de Maintenon, en ont été fascinés. Et au fond, Racine avait compris que la vérité de la poésie pouvait, en quelque sorte, surmonter même le goût le plus conventionnel, parce que
on a un besoin de vérité. Il y a un besoin de vérité au fond de l'homme, et c'est peut-être par là qu'il peut être racheté. Voyez. Je voudrais quand même dire à M. Fumaroli que je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire, et que mon propos n'était pas du tout de penser que les gens du XVIIe siècle étaient des insensibles ou des idiots. Pas du tout, n'est-ce pas? Mais quand même, il y avait, si vous voulez, vous avez parlé de cette espèce de côté conventionnel qui était quand même très fort. Et ce qui est frappant, je crois, chez Racine, parce qu'il y a un mot que vous avez employé tout à l'heure, je crois, ou qu'on a employé, mais c'est la poésie. En fait, ce qui fait que Racine est complètement différent de la plupart des auteurs, et même dans une certaine mesure de Corneille, qui est aussi poète, mais pas très souvent, c'est que Racine est poète d'une manière extraordinaire. Et continue. Vous avez parlé de Baudelaire, je trouve que c'est très juste. C'est très juste, d'ailleurs. C'est une œuvre qui aurait pu être écrite par Baudelaire, mais par un Baudelaire qui aurait des côtés Rimbaud. Voilà. Vous savez, les fameux vers « Vous n'aurez pas pour moi de langage secret », ils sont baudelairiens. Eh bien, dans toute cette œuvre de Racine, la poésie est présente d'une manière constante, à peu près constante. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que même Shakespeare n'est pas poétique tout le temps, il l'est à certains moments, bien sûr. Vous avez un spécialiste de non, mais quand même, dans Hamlet ou dans Macbeth, il est très poétique, et puis d'autres moments. Bon, Sophocle est presque toujours poétique. Et je crois que vous connaissez probablement Sophocle mieux que moi, mais je connais quand même assez bien les Grecs, et Sophocle et Euripide sont en général poétiques. Enfin, Racine est poétique d'une manière étonnante. C'est un cas, à mon avis, unique. C'est vrai que je suis ravi d'avoir un général poète comme ça. Qui aime la poésie. Qui aime la poésie. Daniel Mesguich, je voudrais justement, à propos de poésie, que vous nous expliquiez bien comment ça marche un vers de Racine. Parce que vous êtes professeur au conservatoire. Donc, c'est quand même votre travail quasi quotidien. Qu'est-ce qui fait que ces alexandrins sont doublement chargés de sens? Je simplifie là, je ne suis pas professeur au conservatoire, mais j'ai déjà entendu ça dans votre bouche, à savoir que dans cet alexandrin qui est si particulier, si parfait, est-ce qu'il est si parfait que ça d'ailleurs? Souvent. Il est la plupart du temps parfait, entre guillemets, oui. Je dirais deux choses. Alors, d'abord, poète parce qu'il me semble que chez Racine, il y a quelque chose qui menace de mourir, de s'épuiser, de ne plus être, systématiquement à la fin des vers. La fin des vers, en général, la rime, au lieu d'être héroïque et de remonter comme ça, comme un rhéteur, comme Corneille peut-être aurait pu les écrire, ces vers, eh bien voilà que tout à coup, ça semble tomber en poudre, en poussière, ça semble se diluer, comme un échec. Il y a comme un échec de la langue, comme s'il y avait une aspiration vers quelque chose qui était, je ne sais pas quoi, la page blanche, enfin l'indicible, je ne sais pas comment nommer ça, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas dans les mots du lexique. Ça, c'est une première chose, et évidemment, c'est là que les plus grandes choses peuvent se dire. Parce que je voudrais ouvrir une parenthèse, si vous le permettez, c'est que c'est un poète, certes, mais c'est aussi, je dirais, un philosophe, non pas au sens, traditionnel du terme. Il ne fait pas partie de cette tradition qui va de, je ne sais pas qui, de Héraclite à Heidegger, ou je ne sais qui, mais malgré tout, c'est aussi un philosophe. Il y a de la pensée sans arrêt là-dedans, sans arrêt. Et prêt à me venger, je lui fais déjà grâce. Je vous assure qu'avec ce simple vers, qui a l'air d'une espèce d'atermoiement, de jalousie, d'amour et de haine, eh bien, on pourrait écrire des traités entiers sur le temps. Au moment même, c'est deux temps, le présent, le futur plutôt, je vais me venger, et le passé, mais déjà je lui avais fait grâce, deviennent synchrones, et créent un horrible présent, une horreur comme ça, une paralysie totale. Et si on voulait, on pourrait travailler longuement là-dedans. Alors voilà, donc je referme cette parenthèse. C'est donc aussi un philosophe d'une certaine manière. Il y a une tradition philosophique ailleurs, au théâtre, Shakespeare, on est, Sophocle aussi. Il y a une autre philosophie, si j'ose dire, qui se joue dans les textes, et Racine n'est pas le moindre de cette tradition. D'autre part, alors maintenant, il y a cette non-foi en la langue, si vous voulez, et puis d'autre part, il y a ce que j'appelle moi rythme interne, il y aurait 1000 autres termes sans doute à dire, qui tout à coup plie le vers, par des inflexions, par des remontées, des redescentes, des déceptions. La musique, alors. Oui, mais c'est pas de la musique, parce que ce sont des mots d'abord, et l'analogie tourne court. Mais enfin, oui, c'est du rythme, ça veut dire de la forme aussi, comme disait Benveniste. C'est-à-dire que tout à coup, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Ça semble aller là, mais non, ça va là, ça tourne, enfin voilà. Et ça n'est pas parce qu'on dirait 12 syllabes que ce serait pas de la prose qui fait 12 syllabes. Non, non, c'est bien des vers, c'est-à-dire quelque chose qui semble se couper et repartir, enfin, etc., etc. C'est très difficile à expliquer, il faudrait vraiment avoir les vers sous l'oreille, si j'ose dire, à l'oreille. Mais ce rythme-là
ou épouse ou contredit ce qui se dit dans le lexique alors maintenant, et la syntaxe, c'est-à-dire dans ce qui est écrit, hein, le sens le plus évident du dictionnaire, si vous voulez. Et voilà que tout à coup, une autre chose se fait. C'est comme si un espace se créait dans la langue elle-même, entre la langue et elle-même, si j'ose dire. Et ça s'ouvre comme ça, et cet espace, il a un nom, on l'appelle la scène. Parce qu'avant tout, c'est un auteur dramatique. C'est un poète, certes, c'est aussi un philosophe, certes, c'est tout ce qu'on veut, c'est un arriviste aussi, courtisan, certes, mais c'est un auteur dramatique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne pensait qu'au théâtre. C'est un metteur en scène. À l'époque, il n'y avait pas de metteur en scène. Quand il dirigeait La Chambre-Mêlée, par exemple, il aimait beaucoup les comédiennes, ça c'est certain, mais quand il dirigeait La Chambre-Mêlée, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Mais de la mise en scène. C'était le metteur en scène de ses pièces. Voilà, donc je crois qu'avant tout, il créait, par la poésie, cet espace qu'on appelle une scène, je crois. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je crois que vous avez parfaitement raison. Il est original en tout, et il est original avant tout par l'usage qu'il a fait de l'alexandrin. L'alexandrin français est un des vers les plus redoutables qu'on ait jamais inventé. Rien ne peut vous orienter davantage vers la machine à coudre que l'alexandrin français. Et beaucoup de poètes sont tombés dans la machine à coudre. Mais les rares poètes qui ont su se servir de l'alexandrin comme un grand instrument musical avec un génie à la Jean-Sébastien Bach, c'est peut-être Baudelaire dans certains de ses poèmes, mais c'est avant tout Racine, parce que l'alexandrin, comme vous le dites, est intact. Il y a bien les 12 pieds, il y a bien toutes les possibilités qu'offrent ces 12 pieds pour mettre l'accent ici ou là, le rythme. Mais chez Racine, il arrive à s'en servir comme d'une sorte de véhicule à travers lequel passe un sens second. Et à ce moment-là, effectivement, on est non seulement dans la musique, mais comme vous le disiez, dans l'espace. Ce sont des alexandrins qui sont uniques dans l'histoire de ce vers si difficile et qui a fini par mourir, puisque personne ne le pratique plus depuis longtemps. Les versions, par exemple, souvent ont du sens. Madame mes regrets, ou je ne sais plus si c'est regrets ou enfin peu importe. À un moment, c'est comme s'il appelait Hermione Madame mes regrets. Vous voyez, tout d'un coup prend, pendant quelques fractions de seconde, un autre sens, et puis s'ouvre ailleurs encore. Mais l'alexandrin, en général, est une convention, vous l'avez rappelé, bien entendu, mais chez Racine, ça aurait le goût, je n'affirme pas absolument ce que je devais dire, bien sûr, mais ça aurait le goût, un goût plus fort. Comme c'est écrit, ça rappelle que c'est écrit, personne ne parle spontanément en alexandrin, ça rappelle que c'est écrit, et cette écriture-là, elle rappelle, elle, à son tour, c'était écrit. Le fait qu'on ne peut pas y échapper. Oui, tout ce qu'on dit, c'était écrit. C'est une manière de destin. Bien sûr. C'est une manière de destin. Et ça, c'est encore moderne. Vous voyez, Claudel, qui n'aimait pas du tout l'alexandrin, faisait exception pour Racine. Dans plusieurs de ses œuvres, il dit, malgré tout, avec Racine, c'est autre chose. Ça se rapproche du verset, en somme. Oui. J'en viens au sens, alors, premier, au niveau des idées exprimées dans les tragédies de Racine. Est-ce qu'il est scandaleux? Est-ce que... Parce que si l'amour, ça vaut autre chose que l'amour, si c'est aussi synonyme de cruauté, ou si la passion, c'est fatalement, ça mène à la déchéance, ou est-ce que c'est un peu désolé aussi le paysage de Racine? Ou bien on parle de tragédie, on ne parle pas de soap opéra en l'occurrence. C'est aussi désolé que les pièces les plus désolées de Beckett, sauf que les moyens sont différents. Mais il y a de l'humour. Oui, mais il y a de l'humour. Si on veut bien chez Beckett aussi, oui, bien sûr. Comique. Mais chez Racine, parce que c'est pas évident. Racine, ça ferait rire, non, pas se taper sur les cuisses, mais quand même, il y a de l'humour sans cesse. Si on veut bien débarrasser les textes de Racine de toute cette espèce de gang convenu comme ça, enfin, c'est tellement beau, c'est tellement... Puis la majesté lui-même, d'ailleurs, écrivait ça. Il disait le sublime de la majesté. La tristesse majestueuse. La tristesse majestueuse, c'est ça. De Bérénice. Oui. Mais si on veut bien le débarrasser de ça et voir ce qui est écrit simplement sur un papier, eh bien, on s'aperçoit que c'est très rigolo. Antiochus, il n'arrête pas de dire, c'est Charlie Chaplin, il n'arrête pas de dire, je m'en vais, et il reste. Je m'en vais maintenant, c'est sûr, et il reste. Enfin, sans arrêt. Si on veut bien entendre autre chose, il y a un humour permanent, mais un humour essentiel, un humour qui est une question presque ontologique. C'est je suis en train d'être ou de ne plus être par cet humour-là. Hein, voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est immense. Donc vous êtes en train de dire qu'on n'écoute pas bien Racine, quand même. Jamais assez bien. Infiniment, il faut l'écouter infiniment. Mais vous ne croyez pas que tout dramaturge, aussi bien Shakespeare que Racine, que Beckett, qui veut mettre en scène, au fond, le peu d'être
de l'homme en société est amené à se servir non seulement du sublime, mais aussi du comique, parce que c'est extraordinairement dérisoire. Ces êtres qui, surtout là où les conventions portent à représenter des rois, des reines, des héros, des personnages qui ont une généalogie infinie, qui sont entourés de noms, qui sont garantis en quelque sorte par toute une littérature, et puis qui se défont sous vos yeux, sous la pression de forces complètement contradictoires et qu'ils se donnent l'illusion de contrôler. Et le spectacle est à la fois profondément comique, d'un comique très noir sans doute, mais comique, et en même temps c'est terrible, parce que cela vous prend, on le prend pour soi. Alors, je vais vous soumettre une définition de Racine. Oui. Je crois que c'est Sacha Guitry qui un jour avait envoyé, il avait donné des places à sa concierge pour aller voir une de ses pièces à lui, puis il leur avait demandé, alors vous avez aimé, puis bon, on s'est un petit peu ennuyé, monsieur Guitry, vous savez, pour nous le théâtre c'est une reine qui a des problèmes. Et il disait, ça c'est Racine. Donc dans ce sens-là, est-ce que c'est populaire? Est-ce que ça pourrait l'être davantage, je veux dire? Si on croit qu'il y a vraiment des reines et des rois, alors je ne vois pas pourquoi ce serait populaire, ou pas plus, ou alors ça le serait, mais à mon avis, pour de mauvaises raisons, comme sont populaires, je ne sais quelles histoires imbéciles des grands de ce monde, quand on est humble soi-même et qu'on s'intéresse à ça. Mais ça n'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont des rois et des reines pour rire, des princes, comme dans les légendes, comme dans les contes pour enfants. C'est éloigné pour mieux rapprocher. Et rapprocher jusqu'où? Mais jusqu'à l'intérieur de nous, pas simplement rapprocher par une espèce d'aliénation où on se projetterait comme ça, on s'identifierait comme on dit, mais vraiment à l'intérieur. Il y a en moi, il y a en vous du Pyrrhus, même de l'Hermione d'ailleurs. Et il ce matin. Voilà, bien sûr, mais bien sûr. Et en chacun de nous, il y a de la Phèdre, et il y a, je ne sais pas, de l'Antiochus ou de l'Hippolyte, etc. Et ce sont ces forces en nous qui tout d'un coup sont réveillées en alexandrin. Vous voyez, c'est que je crois que c'est pas tellement, comment dire, il faut voir ça non pas depuis l'extérieur, mais depuis de l'intérieur en nous. Et ça change tout. C'est un rapport. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Même si c'est lettres de noblesse, bravo, formidable, il a lu les Grecs, etc. Et alors, bon, et pourquoi ça m'intéresserait aujourd'hui? Ça m'intéresse aujourd'hui parce que, non pas parce que ce serait moi, quelle prétention, parce que alors, ce serait moi et ça m'intéresserait, ce serait pas moi et ça m'intéresserait pas. Non, pas simplement pour ça, mais parce que, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? C'est le rapport entre nous, aujourd'hui, et ces temps anciens, eux-mêmes reprenant d'autres temps plus anciens, etc., qui fait le présent. Le présent pur n'existe pas. Le présent pur. Les gens qui disent, moi je m'intéresse aux choses contemporaines, ça n'existe pas. Les choses contemporaines sont hantées, sont travaillées, sont infusées, si j'ose dire, du passé. Il faut donc sans cesse réévaluer ce passé. Et Racine lui-même est déjà un réévaluateur. Et je crois qu'il faut sans arrêt le relire pour nous relire. Oui. Je me permets de vous citer un très intéressant commentaire du critique anglais Butler, qui a très bien compris Racine, alors que Stendhal ne le comprenait pas du tout. Et Butler écrit, j'ai le texte anglais, mais je crois que je vous le dirai en français, parce que je le connais quand même assez bien, le fait d'écrire des tragédies pour Racine était la nécessité de faire comprendre ce qu'était la précarité de la vie humaine et de manifester la hantise qu'il y avait de la mort toujours présente. Eh bien, je crois que c'est une définition assez sombre, mais qui est très exacte. C'est bien cette précarité de la vie humaine que Racine avait comprise et qu'il essayait, non pas qu'il essayait, mais qu'il arrivait à faire comprendre à tout le monde, sans insister d'ailleurs, mais simplement par la vie de ces personnages. Oui, un tout petit mot. Je voulais simplement dire que, en fait, la modernité de Racine, c'est avant tout son extraordinaire simplicité. C'est un auteur démocratique parce qu'il s'adresse, lui qui est le fils d'une civilisation ultra-aristocratique, il s'adresse à tous dans un langage qui est d'une simplicité presque choquante pour nos complexités intellectuelles. Quand je lis par exemple « Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais », c'est vertigineux et en même temps c'est transparent comme un verre de La Fontaine. Et je crois que le charme de ces auteurs du XVIIe siècle, fils d'une civilisation aristocratique qui a disparu, c'est qu'ils avaient
au fond, l'extraordinaire bonne manière, même lorsqu'ils étaient profonds, même lorsqu'ils étaient dangereusement profonds, de s'adresser à tous dans un langage transparent. Merci, ça fait le coup. Vous l'avez ordonné. Merci, ça fait le coup. Je remercie. Je relise Racine d'urgence, m'avait donné envie. C'est un compliment que je vous fais. On se retrouve dimanche prochain. Testez vos connaissances.